Pour l'interview politique, je suis toujours entourée des voix de l'info. Frédéric Dabi de l'IFOP, Jean-Sébastien Ferjou d'Atlantico, notre spécialiste en communication Anne-Claire Ruel et notre invité politique Didier Guillaume. On va parler évidemment de la politique qui est menée, du Parti socialiste, de l'État, de l'opposition. Mais d'abord, votre réaction au renoncement de Nicolas Hulot et plus largement du gouvernement sur la transition, la part du nucléaire d'ici à 2025. Qu'en pensez-vous ? D'abord, c'était une promesse de campagne, certes, mais c'était surtout une loi votée dans le précédent quinquennat que Ségolène Royal avait défendue. Je pense que, concrètement, il a eu raison d'annoncer cela. D'ailleurs, Ségolène Royal nous le disait. L'objectif de baisser la part du nucléaire en 2025 est quelque chose de très fort. Il faut toujours se donner des objectifs forts. Nous devons arriver à terme à réduire la part du nucléaire et aller quasiment vers son extinction pour beaucoup de raisons. Sauf qu'aujourd'hui, nous savions très bien la difficulté qu'il y avait à faire qu'en 2025, il n'y ait que 50% de nucléaire dans notre bouquet énergétique, dans notre mixte énergétique, par rapport au fait que les énergies renouvelables n'avancent pas aussi vite qu'elles devraient avancer, et que s'il fallait réouvrir des centrales à charbon, ce serait une catastrophe. L'Allemagne s'est mise dans une situation démente lorsqu'elle a décidé d'arrêter le nucléaire sous la pression des écologistes dans la grande coalition d'Angela Merkel, et tout cela pour racheter de l'énergie nucléaire en France et pour ouvrir des centrales thermiques. Vous êtes donc pour ce recul, mais quand même, c'était une promesse, c'est une promesse, non, ça n'engage que ceux qui les... Je ne suis pas pour ce recul, je pense qu'il faut tout faire pour y arriver, mais là, il me semble, c'est du pragmatisme, annoncer que ça serait difficile d'y arriver dans les conditions, sans mettre en cause le plan climat, sans mettre en cause des pollutions qui viendraient. Je pense qu'il l'annonce. Après, nous, notre rôle, c'est d'avancer toujours plus loin et de se dire il faut que l'énergie nucléaire recule dans notre mix énergétique. Vous êtes en train de nous dire que vous le saviez, Didier Guillaume, parce que c'était aussi une promesse sous le quinquennat de François Hollande et apparemment... Bien sûr, mais j'ai voté cette loi. J'ai voté la loi pour le mix énergétique. Nous, à l'époque, d'ailleurs, au Sénat, nous souhaitions le décaler un peu de quelques années parce que nous savions que ce serait difficile. Je rappelle qu'aujourd'hui, quand même, que l'énergie nucléaire est une énergie qui ne pollue pas, une énergie qui est moins chère de 20 à 30% que toutes les autres et qu'on paie son énergie en France moins cher que dans tous les pays européens. Mais nous avons une difficulté, c'est les déchets, le recyclage des déchets. C'est pour ça que l'ANDRA, l'Agence nationale, c'est pour ça que des organismes s'en occupent. Je pense qu'il faut aller vers cet objectif. Si on doit prendre 1 an ou 2 de plus, ce n'est pas un drame. Mais ce qu'il faut faire absolument, c'est accélérer la mise en place d'énergies renouvelables. C'est absolument indispensable. Il y a ces défis-là et puis il y a le constat politique. Est-ce que selon vous, le ministre a vraiment les moyens de faire et puis d'avancer comme vous dites? Est-ce que Nicolas Hulot a tout simplement sa place dans ce gouvernement? Bon, j'ai l'impression qu'il a les moyens de faire. Nicolas Hulot, que je connais très peu, mais n'est pas quelqu'un à être là pour un titre. Si ça n'allait pas, il partirait. Je crois d'ailleurs qu'il a dit que peut-être, au bout d'1 an, il ferait le point, il verrait. Non, il a les moyens de fonctionner, c'est très difficile. Nous sommes aujourd'hui avec la COP23 à Bonn. Il y a eu ce magnifique succès de la COP21 en France, à Paris, François Hollande, Laurent Fabius, Ségolène Royal. Il faut avancer. C'est quand même un gros coup de canif en provenance des États-Unis pour un peu. Alors, nous sommes toujours dans la suite de la COP21. Il y a eu la 22 à Marrakech et la 23 à Bonn. Il faut absolument tenir que la communauté internationale tienne face à Trump, qui prend des positions totalement absurde sur ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de réchauffement climatique, il y a un vrai problème d'émissions de gaz à effet de serre. Il faut tout faire pour que les objectifs de la COP21, les accords de Paris, se prolongent. Il y a du travail. Ce recul, ce renoncement malgré tout par rapport à la promesse de Nicolas Hulot et d'Emmanuel Macron, il intervient au moment, Didier Guillaume, où on dresse le bilan d'étape des 6 premiers mois à la présidence d'Emmanuel Macron. C'est aussi le moment de dresser le bilan d'étape des oppositions et de l'opposition. Et on cherche le Parti socialiste. Est-ce que vous le cherchez également ? Où est-il ? Le Parti socialiste est en grande difficulté, comme la droite d'ailleurs est en grande difficulté. Aujourd'hui, après l'élection présidentielle où Emmanuel Macron a fait exploser les partis politiques traditionnels, tous, où les uns et les autres, à droite, l'élection imperdable a été perdue. À gauche, les socialistes ont fait 6%, le même score qu'à l'époque de Gaston Defferre en 1969. Nous sommes dans une situation terrible. Et par rapport à cela, il faut que les socialistes se remettent en cause. Il ne faut pas vouloir faire la même chose qu'avant. Ils ne le font pas ? Avant, ça n'a pas marché. Est-ce qu'ils ne le font pas, vos camarades ? Nous ne le faisons pas assez aujourd'hui. Notre congrès va avoir lieu dans la deuxième quinzaine de mars 2018, c'est-à-dire quasiment
un an après l'élection présidentielle. Nous devons réfléchir à ce que nous sommes, réfléchir à notre positionnement. Il arrive trop tard, votre congrès, pour choisir le premier secrétaire du parti. Vous souhaitez plus personnellement qu'il soit je pense qu'il arrive tard. Il arrive tard parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien qu'il n'y a pas les socialistes, le Parti socialiste n'est pas porté par une voix, mais par 28 voix, plus la direction nationale. Donc moi, j'en appelle à ce qu'il y ait l'élection d'un ou d'une premier ou première secrétaire nationale. C'est indispensable. D'ailleurs, ce sont nos statuts. Moi, je respecte la direction collégiale, mais les décisions qui sont prises par cette direction collégiale n'ont été validées par personne, par aucun militant, pas par un congrès. Il faut un congrès qui soit clair, qui explique quelle est la ligne des socialistes. Pour le moment, il ne l'est pas assez à vos yeux, vous, patron du groupe socialiste au Sénat. Non, mais pas n'importe quel le Parti socialiste a une ligne. C'est celle que s'est fixée la direction collégiale après un conseil national. Mais moi, je souhaite que le Parti socialiste affirme sa volonté d'être un parti social-démocrate, réformiste, européen, europhile, républicain, laïque. C'est ça, cette ligne. Mais donc, pour vous, il existe encore, parce que je vais vous faire écouter quelqu'un pour qui le PS est mort. On l'écoute, c'est Dominique Strauss-Kahn. Le temps est venu de renouveler le centre-gauche français. L'élection d'Emmanuel Macron a créé une sorte de tremblement de terre dans la politique française. Et ce parti, qui est le mien, je le dis avec un peu de tristesse, mais c'est comme ça, n'a pas su accompagner la mondialisation, se transformer quand le monde se transformait. Et donc il est temps qu'il disparaisse et qu'une autre force, peut-être avec une partie des mêmes membres, apparaisse. Il est temps qu'il disparaisse, le PS. Oui, c'est un peu rude. En même temps, Dominique Strauss-Kahn sait de quoi il parle. Il a été un des dirigeants du Parti socialiste. Il a été un grand ministre de l'économie. J'ai trouvé d'ailleurs que les réactions face à cette déclaration ont été beaucoup trop dures. Dans votre camp, oui, dans notre camp. Certains, Olivier Faure a dit, mais d'où il parle? C'est lui-même qui a conduit les socialistes aussi dans l'abîme. Oui, enfin, il faut que chacun soit solidaire des autres. Je pense que les réactions face à Dominique Strauss-Kahn ont été beaucoup trop violentes et pas à la hauteur. On dit bien que quand on n'a pas de fond, on se raccroche à la forme. Le Parti socialiste est-il mort? Le Parti socialiste d'Épinay, il est mort. En 1969, après la défaite historique de Gaston Defferre, la SFIO est morte. Et François Mitterrand et d'autres, Pierre Mauroy, de grandes figures, ont créé le Parti socialiste. Il a fallu plus de 2 ans. Mais à l'époque, en 1971, il a été créé une nouvelle force politique. Mais à l'époque, 2 ans, c'était court. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu comme la vôtre, c'est très très long. Donc il faut absolument se dire que le Parti socialiste d'Épinay aujourd'hui, il est en fin de course. Et il faut créer une nouvelle force social-démocrate qui a un avenir si elle sait se mettre en place, si elle sait être claire dans sa ligne. Aujourd'hui, les socialistes, comme à droite d'ailleurs, sont divisés sur des lignes différentes, des lignes parallèles. Il faut une clarification. Il ne s'agit pas de faire un congrès qui serait une énième synthèse, mais un congrès de clarification. Je vais donner la parole à nos voix de l'info qui vont vous poser chacun une question. Quand même, derrière, et vous le savez très bien, derrière un mouvement, il faut toujours un homme ou une femme. Est-ce qu'il y en a une vraiment qui a la carrure, qui a l'expérience, qui a presque même la volonté surtout peut-être et plus pour incarner cela aujourd'hui? J'ai l'impression qu'ils sont assez nombreux à vouloir mais vous, est-ce que vous en identifiez un ou une? Je pense qu'aujourd'hui, ça se saurait si les socialistes avaient un leader incontesté. Il n'y en a pas. À droite, Laurent Wauquiez. Mais je vous réponds. Il n'y en a pas. Il n'y a pas une personnalité qui est capable. C'est quand même grave pour un parti. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait un leader incontesté qui fasse que les militants socialistes, les électeurs, se disent c'est lui ou elle, allons-y derrière. Mais dans une reconstruction, lorsqu'on est en difficulté, il faudra que nous votions, nous désignions quelqu'un qui fasse ce rôle et qui pourra exploser, qui pourra avancer, qui pourra se faire connaître. Vous avez envie d'exploser? Non, moi pas du tout. Non, je suis à mon sens beaucoup trop vieux pour faire ce travail. Je pense qu'il faut qu'une nouvelle génération, pas de gens inexpérimentés, mais une nouvelle génération prenne la place, en n'oubliant pas le bilan. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres macroéconomiques, les chiffres économiques, le bilan du gouvernement précédent, du quinquennat précédent, eh bien, il ne va pas si mal que ça, la croissance, etc. Mais il faut quelqu'un qui incarne quelque chose de nouveau. Et Emmanuel Macron, je le disais, a fait exploser la vie politique. Il a donné un sacré coup de vieux
à ce que nous étions. Il a donné, lui, un sacré coup de jeune à la politique d'aujourd'hui. Emmanuel Macron dans le PS. Non, mais il faut aujourd'hui, il ne s'agit pas de parler de présidentiel, ça serait absurde. Il s'agit de trouver quelqu'un, un homme ou une femme, un élu ou une élue, qui soit capable de drainer, d'apporter de nouvelles idées et de tirer ces idées socialistes par le haut. Parce que pour Mais je suis conclure sûre sur que votre vous question, avez quand même, vous qui connaissez très bien les élus, vous qui les côtoyez au Sénat, qui les approchez au Parlement, vous devez savoir qui est cette perle rare. non, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de la perle rare, il s'agit de porter quelles idées. Moi, je sais qui pourrait être premier secrétaire, il y en a plusieurs. Il y en a 5, 6, 7. Mais qui pourrait incarner cela? Vous savez bien qu'il faut les épaules quand même pour incarner. Oui, mais il faut aussi PS. des idées. Les questions. Alors moi, je serais un petit peu moins sévère que vous sur la mort du PS. Bien sûr, il a connu une succession de défaites depuis 2014 historique, avec ce double 21 avril. Mais le PS a, malgré tout, et c'était notre débat précédent, à mes yeux, un espace peut-être qui est plus évident que celui de la droite. On a vu lors de notre débat précédent qu'une partie des électeurs de droite étaient séduits par le projet de transformation économique et sociale d'Emmanuel Macron, mais il y a peut-être un chemin pour le PS, puisque la politique menée par le gouvernement est vraiment perçue à gauche comme une politique de droite, une politique souvent injuste, et on sait très bien que le PS, et c'est ce qu'il avait réussi en 2007-2009, notamment après sa défaite historique aux élections européennes, à incarner, c'était cette politique social-démocrate et surtout contre l'injustice. Dans un contexte où la France insoumise, très très clairement, a gagné la bataille de la visibilité et, je dirais, du bruit, mais a perdu la bataille de la crédibilité. Reste donc l'incarnation. Ce qu'a dit Dominique Strauss-Kahn, encore faudrait-il que, j'allais dire, que le Parti socialiste comprenne les changements profonds, la mondialisation et comment répondre aux angoisses de ceux qui sont de l'autre côté de la barrière. Non, mais par rapport à ce que vous disiez, moi je n'ai pas dit que le Parti socialiste est mort. Les idées socialistes sont là et il y a un chemin, il y a un espace immense entre Mélenchon d'un côté, sa radicalité d'extrême gauche, et le macronisme. Radicalité d'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron s'est fait élire sur un programme, des idées, une thématique et de droite et de gauche. Mais il n'a jamais dit un peu de gauche et beaucoup de droite. Donc moi j'espère et je pense que le nouveau Parti socialiste, je ne sais pas comment il s'appellera, celui qui se reconstruira après cette défaite historique, prendra cet espace, il y a un vrai espace, pour tirer un peu plus à gauche et pour faire entendre une voix réformiste social-démocrate. Jean-Sébastien Ferjou et Anne-Claire Ruel. Oui, vous parliez tout à l'heure du Parti socialiste en disant qu'il ne faut pas faire comme avant, puisqu'on voit où ça a mené le Parti socialiste, mais ce qu'il faut faire comme à côté. Parce que quand on vous écoute, et c'est les questions que se posent, j'ai l'impression, un certain nombre de vos collègues socialistes au Sénat aussi, qu'est-ce qui vous différencie vraiment d'Emmanuel Macron? Puisque vous avez été beaucoup dans le soutien à la politique du gouvernement, ce qui est parfaitement respectable. Mais l'espace politique que vous voyez, au-delà du fait qu'il existe en théorie, concrètement, politiquement, c'est quoi? C'est quoi l'offre politique qui serait ni la gauche radicale que vous décriviez de Jean-Luc Mélenchon, ni ce que propose Emmanuel Macron et qui a convaincu un grand nombre de gens, dont Manuel Valls, dont vous étiez le directeur de campagne à la Bien sûr, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'électeurs socialistes qui ont voté à la présidentielle pour Emmanuel Macron. Et si j'en crois les sondages qui sont faits, il a gardé cet électorat de gauche. Il a puisé plus à droite par rapport aux premières mesures qui ont été prises, mais il a gardé tout son électorat de gauche. Je pense que ce n'est pas en tapant sans cesse sur ce qui est fait, mais plutôt en ayant un espace libre, de liberté tranquillement, en disant, lorsque Emmanuel Macron annonce la baisse de 5 € pour les APL, je suis contre et je me bats contre. Lorsqu'il annonce la suppression des contrats aidés, je suis contre et je me bats contre. Mais lorsqu'il annonce la suppression de la taxe d'habitation, eh bien je suis très favorable. Ça n'existait que par rapport à lui. Mais je réponds à votre question. Après, le positionnement des socialistes, c'est la voie du réformisme, c'est assumer ce que nous n'avons pas fait dans l'élection présidentielle. La question d'Anne-Claire Ruel. Oui, la République en marche n'est pas très présente au Sénat. Or, vous avez un groupe socialiste qui est assez puissant. Vous êtes plutôt taxé souvent de constructif de gauche, on va dire, justement pour cette forme de légitimation de la politique d'Emmanuel Macron. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous trouvez que avoir un bien apparemment. Le groupe socialiste du Sénat a pris une position très claire en début de ce mandat.
Nous ne sommes pas dans la majorité présidentielle, mais nous ne sommes pas dans l'opposition frontale. Nous avons pris cette voie-là et nous votons en fonction de ce qui nous est présenté. Et je pense que c'est la bonne solution, c'est ce que je défendrai et c'est ce que j'espère qu'une majorité de socialistes fera dans ce congrès. Vous n'avez pas voulu me donner de nom tout à l'heure. Tiens, je conclue en vous donnant un nom, en vous soumettant un nom. Manuel Valls pour la suite. Mais il n'est plus au Parti Socialiste. Je ne pense pas que ce. Mais pour le nouveau Parti Socialiste. Je ne pense pas que ça l'intéresse. Non, c'est une voie qui est. Non, je pense que Manuel Valls a fait un choix qui est celui qu'il a fait. Il travaille aujourd'hui comme rattaché dans le groupe La République En Marche de l'Assemblée nationale. Vous me parlez du Parti Socialiste. Vous restez sur votre chemin. Manuel Valls n'est plus socialiste, mais on peut se retrouver sur beaucoup d'idées. Ce n'est pas fermé. Merci Didier Guillaume d'avoir été notre invité. Merci aux Voix de l'Info d'avoir été présents avec nous. Merci de votre fidélité. Restez avec nous sur CNews. À suivre, c'est Laurence Ferrari avec Punchline et à demain avec plaisir.